Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Surface et texture. 1. Dans l'histoire des arts visuels, il n'y a pas d'image isolée ou orpheline. Sans lien de généalogie et de filiation. C'est qu'il existe une éducation de l'œil, qui fait que les images copulent et s'imbriquent. Que des parentés se nouent. Au début du générique des 2 premières saisons de Twin Peaks, une grive à collier se tient perchée sur la branche d'un résineux, la tête mobile, l'essence aux aguets. L'image évoque celle du rouge-gorge qui dévore avec gourmandise un hanneton dans le jardin de la famille Beaumont, au moment de la conclusion de Blue Velvet, 1986. Le dos d'une œuvre plie sous le poids du souvenir. Elle croise le fil de celles qui l'enrichissent. Au terme du temps retrouvé, le corps grandi par le temps du duc de Guermantes vacille sous le poids des années accumulées quand il se lève de sa chaise. Cette vieillesse est un trésor pour qui sait en valoriser la prégnance. Entre Twin Peaks et Blue Velvet, les liaisons sont dangereuses, le cousinage fort et incestueux. La série s'invite à être vue pour une version élargie et feuilletonesque du film, dont la chaîne américaine ABC diffusera les premières images un soir d'avril 1990 à 21h. En France, la série de David Lynch est connue par le nom de Mystère à Twin Peaks. Blue Velvet aurait pu s'intituler Mystère à Limberton, du nom de la petite ville miroir de Twin Peaks où se déroule l'intrigue du film. Les rideaux de Blue Velvet sont de couleur bleue quand dans Twin Peaks, ils sont de couleur rouge. Les saisons ne sont pas les mêmes. À Limberton, un début d'été éclairé par l'azur radieux de l'ouverture. À Twin Peaks, une fin d'hiver ponctuée du froid humide des brumes du petit matin du jour de la découverte du corps de Laura Palmer, Cheryl Lee. Œuvres jumelles, le film et la série sont issus d'une seule matrice. L'une et l'autre empruntent au gros bourg de l'Amérique des classes moyennes des années 1950 les décors qui sertissent 2 versions d'une fable de film noir de détection dont le personnage d'enquêteur est incarné par le même acteur, Kyle MacLachlan. 2. La grive à collier disparaît dans les volutes de fumée blanche qui s'échappent des cheminées de la scierie Packard. Le bâtiment est situé à distance raisonnable de l'œil, dans cette zone intermédiaire de l'espace qui est le lieu traditionnel de la pastorale. Suivent 3 vues rapprochées de l'intérieur de l'usine, de l'atelier, des scies circulaires et des rouages mécaniques qui crachent des étincelles. En filigrane, une grosse grume posée sur un vieux wagon rouillé qui est échoué aux abords d'une voie ferrée. Puis, dans la simultanéité du fondu enchaîné, le plan qui borne le site et l'ontologie du microcosme. C'est une vue de l'entrée du comté. Elle est bientôt mêlée aux eaux d'une cascade, Whitetail Falls, qui rejoignent une onde troublée par de légers remous et le reflet des grands arbres qui s'y mirent. Le générique est vidé du bruit de la nature et de l'industrie. La grive est à faune, l'ouvrage à la scierie silencieux, les arbres bougent sans bruissement, la cascade retombe muettement dans l'eau de la rivière Columbia. De la présence de l'homme également, seule sa main est manifeste dans certaines de ses extensions, l'économie de la découpe du bois notamment. Quelque chose est mort. La grume est pareille à une stèle funéraire, un objet ainsi fait qu'il appelle au remembrement des temps passés. Porté par les basses profondes et les tristes notes de clavier du thème Falling, composé par Angelo Badalamenti, l'image amorce la mélancolie d'un monde dont un fantôme abîme le présent. La caméra cadre la bande de bitume à 2 voies coupée d'une ligne continue jaune qui conduit à la ville. Les secondes qui s'étirent consolident l'instant de la photographie en durée contemplative et élégiaque. Le plan s'installe sur un temps plus long que celui de l'écran, et courbe sous l'effet du pressentiment funeste de l'événement tragique qui leste les villes désertées du western. On connaît le vide des grands espaces naturels américains. Mais cette route et les 2 poteaux électriques qui la bordent sur la droite, ont été édifiés. Où sont passés les habitants et les véhicules, qui devraient l'emprunter ? L'au-delà ? Devenus des présences, des voix sans corps, qui comme celle de Spoon River, petit bourg de la poésie d'Edgar Lee Master, 1915, alourdiraient l'ici en l'engravant ? C'est, avec la silhouette dénudée des grands arbres du bas-côté, un paysage d'hiver et de fin de vie. La route trace son chemin le long d'une rivière, entre l'herbe et le gravier. Elle plonge et s'évanouit à mi-distance, après la large incurvation d'un virage situé en contrebas d'un rideau de conifères denses et opaques. C'est un cul-de-sac. À l'arrière-plan, verticale et dominante, cernée par de légères brumes, les sommets tachés de neige, les montagnes jumelles Whitetail et Blue Pine clôturent fermement l'horizon.
Quelqu'un a planté une balise qui ancre le regard et où l'œil lit. Twin Peaks, 51 201 habitants. Comme plus tôt, celui de Limberton dans Blue Velvet ou plus tard, celui de Rancho Rosa dans la saison 3 de Twin Peaks, 2017. Le panneau indicateur est peint, c'est une représentation picturale, graphique et minimale du paysage naturel photographié par la caméra, un petit cadre qui double de l'intérieur le cadre du plan. L'agent Dale Cooper réunit les notables de la ville dans la salle du conseil municipal pour les informer des premiers développements de l'enquête. Accroché au mur, derrière lui, une peinture vilaine et naïve des premiers temps du bourg déclenche une vue de décor extérieur fait de paysages bucoliques, sylvestres et montagneux. On le sait, Dale Lynch était peintre avant d'être cinéaste. C'est fasciné par une illusion d'optique qu'il a considéré l'opportunité esthétique d'une mise en branle de son univers pictural. J'étais dans mon box, il était à peu près 3 heures de l'après-midi. Je travaillais à un tableau, c'était un jardin la nuit. Il y avait beaucoup de noir, avec des plantes vertes qui émergeaient de l'obscurité. Soudain, ces plantes se sont mises à bouger, et j'ai entendu le vent. Je ne prenais pas de drogue. Je me suis dit, oh c'est fantastique ça. Et j'ai commencé à me demander si le film pouvait être un moyen d'animer les peintures. Cette allée n'est pas sans retour. La télévision et le cinéma de Dale Lynch sont habités par le spectre de l'image fixe. L'image imprimée de la photographie anticipe la vue en plan réel. Dale Cooper et le shérif Harry S. Truman, Michael Onken, ont saisi les contenus du coffre-fort de Laura Palmer. Parmi les indices recueillis, une revue pornographique où figure, en illustration d'une petite annonce, la photocopie noir et blanc de mauvaise qualité d'un cliché qui montre un camion garé sur le devant d'une maison. Par le moyen d'une surimpression, la vue photographiée reproduite dans le magazine est doublée par le plan filmé du camion et de la maison. Plus tard, épisode 3, saison 3, la photo encadrée du bureau de Gordon Cole, Dale Lynch, amorce la séquence filmée du déroulement de l'explosion nucléaire qui a lieu dans le désert du Nouveau-Mexique en 1945, épisode 8, saison 3. Une murale hawaïenne décore l'appartement du docteur Lawrence Jacoby, rue Stamblin. C'est une découverte du nom donné aux murs peints du temps de la Renaissance. Dale Lynch joue de la tradition ancienne de manière féconde. Il use de stratagèmes de dédoublement et de surimpression pour redéployer le fond du décor dans l'intérieur des limites du cadre sous la forme de peinture ou de photographie. Le procédé accuse le caractère reproductible et construit du paysage d'arrière-plan de la série, qu'il rapporte stylistiquement à la murale exotique et incongrue qui habille la paroi brute et nue du logement du docteur Jacoby. Il arrive parfois que la découverte soit animée, comme dans l'épisode 13 de la saison 3. Au quartier général du gang organisé, l'écran du système de surveillance est grand comme le mur. Il diffuse en simultané le drame que filme la caméra. 3. Si l'œuvre a un redéploiement analogue au jeu de la découverte, l'emploi du très gros plan est à l'origine d'un bouleversement assurément plus dévastateur. L'indice, qui démarre le procès de l'investigation de Blue Velvet, est une oreille découpée que Jeffrey trouve dans un terrain vague à la lisière des bois qui bordent la ville. L'oreille est large et quand elle se rétrécit, elle mène à quelque chose d'immense, explique Dale Lynch. Quand l'œil de la caméra explore le canal auriculaire, il agrandit vertigineusement la dimension du petit trou noir pour lui donner la taille d'un vide cosmique qui finit par recouvrir l'intégralité du cadre. Le procédé n'est pas isolé. Par l'effet d'un cadrage extrêmement resserré, un élément de fond de décor, la surface nuageuse, ondulante et bleutée de l'écran d'un poste de télévision se déploie sur la totalité de l'avant-plan jusqu'à le saturer et le déborder, l'ouverture du film Twin Peaks. Au début du 12e épisode de la saison 2, l'intérieur d'une perforation d'un carreau de plafond d'une cellule du bureau du shérif emplit le cadre jusqu'à ses bords et au-delà. La dramatique du mode opératoire recoupe celle des peintres Jackson Pollock et Mark Rothko. Il se produit le dépliement de la surface dans la surface, dont l'historien de l'art Jean Clay dit qu'il est ce qui articule le all-over inventé par l'expressionnisme abstrait. Radical, le bouleversement n'est pas qu'esthétique. Il affecte la physique ainsi que l'ontologie. Les navigateurs mutants de la guilde du film Dune, 1984, possèdent le pouvoir de déplier et de replier l'espace pour relier les différentes planètes de l'Empire entre elles.
Les rideaux rouges de Twin Peaks s'écartent et se referment pour dévoiler et occulter la clairière de la forêt du nord-ouest américain, la grande route du désert du Dakota du Sud. L'univers advient par la dynamique de contraction et d'expansion de ses réalités et de ses surfaces. L'ouverture de Blue Velvet affiche avec une force frontale la platitude des mondes filmés par l'auteur. Après avoir déroulé une série de vues idylliques et sereines d'une petite ville américaine, de ses pavillons propres et de ses pelouses au vert éclatant, la séquence isole une vue inquiétante de la vie organique qui est cachée dans l'herbe du jardin. Ce n'est pas le rideau des apparences que la caméra traverse. L'objet de la vue rapprochée est de créer un changement d'échelle qui comprime l'écart entre l'œil du spectateur et la surface du sol. Lynch raconte qu'enfant, il a vu la vie à la fois en très gros plans, par exemple de la salive mêlée à du sang, et en plan d'ensemble, celui de mon environnement paisible. Rodley, David Lynch, 15. L'espace et texture. Une superposition de différentes strates réglées par le contraste de vues d'ensemble et de gros plans qui suscitent des effets de déportement et de décadrage, spectaculaires et violents qui substituent au rapport vertical et hiérarchisé du centre à la périphérie, du premier à l'arrière-plan, un rapport horizontal et indifférencié. Le procédé d'une vue d'ensemble participe d'une consolidation du paysage américain et de ses icônes. Un des teasers employés pour la promotion de la saison 3 de Twin Peaks propose une série d'images devenues des types emblématiques de la fiction. La maison des Palmer filmée en contre-plongée, le bureau du shérif, les conifères voilés par la brume. Les décors n'ont pas changé. C'est vous, Lucy? Vous êtes resté là toutes ces années, Gordon Cole, épisode 14, saison 3? Tout reste bloqué dans la perpétuité du cliché. À l'image d'Edward Hopper, le réalisateur investit le grand théâtre de l'Americana dont lui et le peintre scellent le mouvement. Les petites villes et les pavillons, les motels et les restaurants, les routes et les forêts projetées telles les ombres d'une fantasmagorie sur le fond nu de l'espace. Quelqu'un le dit dans Elephant Man, rien ne meurt jamais. Comme en ces récits intrigants relatant des cas de métempsychose, le cliché revit pris dans le cycle sans fin de ses résurrections successives. En mission dans le Dakota du Sud, épisode 4, saison 3, Gordon Cole est contrarié de ne pas avoir l'occasion de visiter le mémorial national du Mont Rushmore. L'agent Albert Rosenfeld, Miguel Ferré, lui tend une photographie du site qui remplace la vue réelle des visages des présidents américains sculptés dans la roche. Twin Peaks égrène une longue série de clichés iconographiques travaillés par une stratégie concertée de mise en abîme qui fait qu'une scène se met en scène. Lynch est artiste de l'hyper-réalité davantage concerné par la représentation d'une manière américaine que par la représentation de l'Amérique elle-même. Le tableau de Hopper est connu. Gars, 1940, sa route déserte courbée en un large virage et la masse d'arbres qui obture l'horizon depuis le côté gauche est imprimée sur le paysage filmé de l'orée du comté. Le garage de la ville provoque le souvenir de la station-service mobile Gap posée sur la droite de la toile, qui semble avoir aussi insufflé vie au magasin général fantôme de la saison 3. Les représentations de Gloucester et d'Orléans, scène de rue à Gloucester 1934 ou Orléans portrait 1950, doublent les vues filmées de Limberton et de Twin Peaks. La peinture Office at Night, 1940, inspire le personnage féminin et le décor des deux meurtres horribles qui ont lieu dans la station de radio KPJK du désert du Nouveau-Mexique, épisode 8, saison 3. Rappelant la photographie de Walker Evans, la manière frontale de Tôt un dimanche matin, 1930, évoque le style de cadrage employé pour filmer la façade de l'hôtel de police de Buckhorn dans Twin Peaks, The Return. La coïncidence des deux œuvres est assurément remarquable. Mais, par le procédé stylistique itéré de la vue de détail, le réalisateur bifurque d'avec le chemin du peintre pour ne plus uniquement travailler à la typification de l'Americana mais aussi à ce qui est une particularisation de la scène. On connaît Meaning in the Visual Art et l'exégèse impressionnante d'Erwin Panofsky de l'art graphique d'Albrecht Dürer qui signale la démarque de ces deux pratiques pour être, la première, le marqueur de la tradition classique, la seconde, celui de la tradition gothique. 4. Allegories of Vision and Modernity de Tom Gunning force le respect du grand livre. L'historien du cinéma met en avant la fonction topographique du plan dans les films de Fritz Lang. Le détail s'efface devant la priorité d'une stricte délinéation. Comme dans l'univers pictural de Hopper,
Il importe avant tout de baliser le champ de la vision pour ouvrir les fractures qui règlent la composition. Par contraste, chez Delitzsch, les vues de gros et de très gros plans, qui permettent d'isoler un élément du décor pour en inspecter la paroi, brouillent les contours et la forme identifiable de l'objet. Le réalisateur œuvre moins à l'essentialisation qu'à l'échantillonnage du monde visuel de la fiction. Comme chez Jacques Tati qu'il admire, la scène est une surface dont la caméra révèle le foisonnement et l'hétérogénéité. Dans l'ouverture de Blue Velvet, une mosaïque. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.